Le grand débat pour parler d'immobilier et plus particulièrement de pierre papier. Alors je vous le dis, autour de cette table et autour de ce plateau, il y a quelques milliards sous gestion. Alors on va faire les présentations. Allez, on va commencer du côté de Georges, du côté des barbus, avec Jean-Marc Collet, directeur général d'Amundi. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Eric Costra, le président de Perial. Bonjour. Et puis de l'autre côté de la table, on retrouve Grégory Frappé, le président de Primonial REM. Bonjour. Et à côté de lui, Marc Bertrand, le président de la Française REM. Bonjour. Sans i. Georges, naturellement, il y a des questions, rien de plus simple. Exactement, il y a déjà beaucoup de questions. N'hésitez pas à continuer à les poser dans la zone sous la vidéo. On essaiera d'en relayer le plus possible pendant cette demi-heure de direct. Allez, grand débat, on va donc essayer de faire un point sur ce qui se passe sur le marché immobilier. Avant qu'on attaque le cœur de notre sujet, c'est de savoir s'il y a un changement d'environnement. Je voudrais qu'on fasse un peu le point sur ce qui s'est passé en 2018. Donc on va voir les chiffres sur l'ensemble du marché avec une collecte pour l'ensemble des SCPI qui a été supérieure à 5 milliards en 2018. Ça fait donc la 4e année consécutive que la place collecte plus de 4 milliards. Si on fait le point chez vous, collecte, investissement, qu'est-ce que vous avez fait l'an dernier? Grégory Frappé, qu'est-ce qui s'est passé chez Primonial? Moi déjà, je peux que me réjouir que les SCPI s'inscrivent aussi durablement dans le paysage de l'épargne. Ne pas considérer 2018 comme une mauvaise année, mais plutôt comme une très bonne année, mais qui intervient après une année record, l'année 2017. Et en ce qui concerne les équipes de Primonial REIM et les produits que nous gérons, nous avons collecté 911 millions d'euros sur notre gamme de SCPI, avec une SCPI qui se distingue et qui est Primovie, notre SCPI qui investit sur les thématiques de la santé, la vie et l'éducation, et qui elle seule représente près de 50% de cette collecte. Ok, les investissements, c'est combien sur les 900 millions à peu près tout a été investi? Alors, investi et même au-delà, puisque nous avons, dans le contexte de taux actuel, une logique de surinvestissement sur nos SCPI qui représente près de 30% de la valeur comptable de notre patrimoine. Ok, Eric Costra, les investissements du côté de chez Perial. Nous avons fait 900 millions de transactions, qui est une belle année pour Perial, qui se décompose en 660 millions d'investissements, dont 130 millions en Europe et 240 millions d'arbitrage, puisqu'on a une politique beaucoup plus active sur nos portefeuilles. Au niveau de la collecte, qu'est-ce qui a le mieux marché chez vous? Les principales SCPI, c'est Grand Paris et PFO2? Alors, Grand Paris, PFO2 et PFO, et Grand Paris a été un gros succès. Donc ça a été pour nous assez marquant pour 2018. Et puis PFO est une SCPI qui intéresse beaucoup les assureurs. Voilà, enfin PFO2 également, et puis PFO2 également. Ok, Marc Bertrand, du côté de la Française? La collecte autour de 600 millions d'euros. Les investissements, on a été un tout petit peu supérieur à 1 milliard sur la partie retail. Avec effectivement, on retrouve le triptyque placement de la collecte intégrale, augmentation, un petit peu d'effet de levier bien entendu, et replacement des arbitrages, très grosse année d'arbitrage également. On a nettoyé pas mal de portefeuilles. Les deux thématiques les plus porteuses, l'Europe, donc la SCPI Europe Immo investit en Europe, et puis notre véhicule amiral, la SCPI épargne foncière qui est beaucoup collecté. Jean-Marc Collet, du côté d'Amundi. Alors nous, on ne parle pas que de la SCPI, parce qu'on parle de la SCPI et de l'OPCI. Donc sur la partie retail, on a fait un peu plus de 2 milliards d'euros de collecte et 1 milliard sur la partie institutionnelle. On a fait aussi 1 milliard d'euros d'arbitrage. On est sorti intégralement du UK et on a vendu là encore un certain nombre de choses. Donc le produit du réinvestissement avec l'effet de levier, c'est l'addition de tout ça. Voilà. Ok, tout de suite, après ce petit point sur la collecte, une question d'auditeur. Des questions sur les investissements et où ont été vos investissements par zone géographique en 2018? Alors je rappelle que l'ASPIM nous a dit qu'en moyenne, c'était 42 ou 43% Paris et un peu plus de 30% en Europe et le reste étant en région. Qui a fait plus d'Europe? Ce 30% européen, c'est quelque chose que vous avez à peu près tous? Oui, alors nous on a fait 130 millions d'euros d'investissement en Europe, principalement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Voilà, et on regarde l'Espagne en 2019. Grégory Frappé, l'Europe? Écoutez, pour ma part, moi j'ai une approche assez différenciée en fonction des classes d'actifs. Je considère, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler qu'en ce qui concerne le bureau, Paris, l'Île-de-France et les grandes métropoles régionales offrent suffisamment de profondeur pour ne pas aller chercher une autre exposition européenne. Pour moi, l'immobilier, c'est vraiment un marché de proximité. Et en revanche, lorsqu'on a des marchés qui ne sont pas suffisamment profonds, et c'est le cas pour la thématique de la santé, dont je mettais en avant la vigueur de la collecte,
Là, on regarde les investissements dans une logique plus pan-européenne et qui également j'applique en matière d'immobilier résidentiel. Jean-Marc Colli, l'Europe. Nous, on est résolument européens, donc deux grands lieux de jeu de cette année, l'Allemagne et la France. Par contre, on est sorti complètement de l'Angleterre. Et puis des pays périphériques, on a un petit peu plus de rendement, Pays-Bas, Belgique, Autriche. Un pays où on va chercher un peu plus de croissance économique, donc de croissance des loyers, l'Espagne. Et puis l'Italie, dans lequel on est extrêmement mesuré, quoi, les 1000 ans au maximum et pas beaucoup plus loin. Donc c'est ça, globalement, le marché de nos investissements. Mais après, ça peut varier effectivement selon la nature des actifs. Et rejoindre ce que dit Grégory, c'est pas parce qu'on investit beaucoup en Europe qu'il faut oublier le marché français, notamment celui qui nous collecte des capitaux. Donc aller aussi investir en région, c'est un élément aussi de notre politique. Ok, justement, une autre Justement, question. les internautes s'inquiètent. Est-ce que vous arrivez encore à investir en France à bon prix? Marc Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui le marché immobilier est cher et est-ce que vous aussi vous allez faire vos emplettes en Europe? Alors oui, on va faire nos opérations en Europe et on les fait aussi très largement en France. Donc le taux de 30% annoncé tout à l'heure, il peut s'appliquer à nous sans difficulté. Les actifs immobiliers sur une perspective historique, ils sont chers. Oui, bien entendu, bien sûr, parce que les taux n'ont jamais été aussi bas. Donc la prime de risque n'a jamais été aussi élevée par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Donc oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est le moment de regarder juste une perspective historique? C'est un peu court. Voilà. Donc cher, immobilier cher en niveau absolu, en niveau relatif par rapport au niveau des taux aujourd'hui, on a toujours d'excellentes rémunérations. Ok, parfait. Le thème de notre échange aujourd'hui, c'est pierre, papier, changement d'environnement. Allez, on est entre nous, on va faire les choses cash. Je ne vais pas citer de nom, mais lorsque grosso modo j'écoutais La Place il y a de cela 6 mois, on me disait, bon, l'environnement il est relativement sain. On a de l'inflation qui est en train de remonter, ça va être bien pour revaloriser les loyers. On a une croissance économique qui est en train d'accélérer, donc ça va être bien parce qu'on va louer plus facilement, on va limiter les franchises, etc. La contrepartie de tout ça, c'est qu'on va avoir une remontée progressive des taux d'intérêt à long terme, mais ce n'est pas grave parce que finalement, c'est la preuve de la bonne santé de l'économie. Nous sommes 6 mois plus tard. J'ai l'impression que sur l'inflation, on nous dit que la hausse est derrière nous, que la croissance est redevenue définitivement molle et les taux longs se sont pris une jolie claque puisqu'on a un 10 ans français qui est aux alentours en dessous de 0,4%. Donc première question toute simple, est-ce que vous avez le sentiment que l'environnement a profondément changé au cours des 6 derniers mois? Grégory. Je ne veux pas vous amener trop loin sur de la macroéconomie, mais pour résumer rapidement ma pensée, c'est vrai qu'à 6 mois, on regardait très largement ce qui se passait aux États-Unis, où en fait on a près de 4% de croissance, on a moins de 4% de taux de chômage, et où malgré les mésententes entre la Fed et le président Trump, on sentait bien qu'il y avait une tentation des banques centrales de remonter les taux. Si on regarde ce qui se passait en Europe, il y avait un certain nombre d'indicateurs qui pouvaient nous encourager à cet optimisme. Et quoi qu'il en soit, la prévision n'était pas complètement fausse avec la fin du quantitative easing, qui est une réalité. Pour autant, c'est vrai, la croissance aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, c'est un fait. On reste dans des logiques de chômage de masse. Malgré l'arrivée aux responsabilités du président Macron, il reste un certain nombre de corsets sur l'économie française et plus généralement en Europe. On n'est pas dans un contexte qui nous semble propice aujourd'hui à une remontée rapide des taux. Pour autant, pour moi, on est plus sur un décalage de cette réalisation que sur une remise en cause de cette réalisation. Moi, ce que je crois pour ramener le débat sur l'immobilier, c'est que quoi qu'il en soit, en matière d'immobilier de bureau, on est sorti des 10 années où on prenait tous largement le toboggan de la compression des taux, où le facteur naturel de création de valeur, c'était la réduction des taux. Ça, je pense que c'est durablement derrière nous et il va falloir, en tant qu'asset manager, on trouve d'autres leviers. Jean-Marc Colli, est-ce que vous participez à ce discours qui consiste à dire le scénario ne change pas, il est juste décalé? Moi, j'étais de ceux qui disaient que les taux allaient augmenter, que l'inflation allait... Moi, je dirais plutôt qu'ils n'iront pas plus bas. J'ai quand même l'impression aujourd'hui qu'on est parti durablement pour un contexte de taux bas. Parce que bien évidemment, tant qu'on n'aura pas une reprise économique vive,
il n'y a pas de raison que la Banque européenne, qui vient de le démontrer d'ailleurs, hein, n'ait pas encore une politique accommodante. Donc on est parti durablement pour cette situation. Il n'arrive pas à faire remonter l'inflation au niveau des 2% qu'il souhaitait. Et c'est plutôt aujourd'hui ce que l'on imagine. Et puis, globalement, si on voit un jour les taux remonter avec l'effet sur l'ajustement des valeurs immobilières, c'est que la situation économique ira globalement très bien et que le vrai moteur du succès de l'immobilier ou de sa performance, c'est les loyers. On les verra vraiment augmenter parce que l'activité économique ira mieux. Donc, encore une fois, c'est plus un décalage qu'une remise en cause du principe. Oui, pardon, tu allais poser une question. Non, mais Ouais. Éric Cosras, donc j'entends ce discours-là. Si on essaie de regarder, donc on dit décalage, mais on va prendre les points les uns après les autres. L'inflation. L'inflation avait été forte à cause de la montée du pétrole. Elle est aujourd'hui en phase de diminution. Quel impact ça a aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un réel effet d'indexation des loyers qui contribuait à l'amélioration de la performance des SCPI? Je crois que la situation n'a pas tellement changé. Simplement, c'est que c'est nos prévisions qui, elles, ne se réalisent pas. Donc on avait effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on avait certaines prévisions et on espérait tous qu'elle allait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Je pense qu'on est dans une situation économique avec effectivement un ralentissement, et là on est dans des contextes qui sont beaucoup plus liés à la Chine et aux États-Unis et non pas forcément à la situation européenne. Et nous avons donc une politique de taux bas. On oublie toujours que nous sommes des États extrêmement fortement endettés. L'État français vient d'emprunter à 30 ans à un taux record qui n'a jamais été aussi bas. Donc on va rester dans cette politique-là. Et donc notre situation et notre action, c'est comment réagir par rapport à ça. On a une situation économique qui n'est pas si mauvaise que ça. Alors bien évidemment, elle est moins bonne que ce qu'on espérait. Mais il n'empêche qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. On voit bien en région comment nous, on arrive à relouer du patrimoine et avoir une augmentation de recettes locatives. On n'est pas dans des augmentations de loyers significatives, puisqu'il n'y a pas effectivement une inflation et donc une indexation des loyers, mais on est plutôt dans une situation économique qui est plutôt relativement favorable. Alors en France, on est toujours un petit peu dans l'autocritique, mais il n'empêche qu'on a quand même une baisse du chômage, on a une croissance économique qui est quand même bonne, même si on espérait mieux, et on a une inflation qui effectivement n'est pas là. Mais on est dans un contexte de taux bas qui va durer, et il va falloir qu'on s'adapte à cette situation-là. Marc Bertrand, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse pour la zone euro. Est-ce que ça a un impact négatif sur le marché de l'immobilier? Ou est-ce que finalement, qu'on fasse plus ou moins 0,2 par rapport aux prévisions, ça ne change pas grand-chose? Je rejoins assez largement ce que vient de dire Éric, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on avait à résumer, on n'a pas d'impact sur le remplissage, qui est plutôt à un bon niveau et qui se comporte tout à fait correctement. La demande locative, qu'on appelle la demande placée, plutôt à un bon niveau, elle semble se maintenir. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de demandes pour absorber l'offre et réaugmenter les loyers? C'est vrai, oui, dans Paris, dans des zones ultra tendues, mais globalement, non, les loyers sont plutôt plats. On attendait un peu d'inflation pour remonter ça. Il y a un effet de décalage, d'ailleurs, on devrait avoir encore quelques dispositifs dans les prochains trimestres, et ça devrait s'assagir ensuite, mais on n'aura pas d'embellie là-dessus. En fait, ce qui nous a fait peur, et pourquoi est-ce qu'on parlait énormément de croissance et de hausse des taux, c'est qu'on a, le scénario que nous redoutons tous, c'est un scénario de désynchronisation de l'un par rapport à l'autre. La baisse des taux a été une réaction à une croissance molle. La hausse des taux qui serait arrivée trop tôt avant une croissance aurait fait un décalage de prix, aurait perturbé le marché. Aujourd'hui, revenir finalement à une espèce de taux bas et croissance molle et repartir pour un tour. Est-ce que l'immobilier s'est mal comporté pendant la période, on va dire 2011-2015, qui a connu évidemment cet environnement-là? Je dirais que c'est un peu meilleur en croissance et c'est encore un peu plus bas en taux. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à remplir les immeubles sans difficulté? Ou est-ce que vraiment il y a des différences selon les zones? Ça dépend des zones. Et les immeubles. Ça dépend des zones. Mais on arrive à remplir les immeubles beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc c'est quand même une réalité, et c'est quand même fondamental, parce qu'on est quand même dans les fondamentaux de la SCPI, qui est quand même de loger les entreprises. Alors on n'est plus effectivement dans une décompression des taux telle qu'on l'a connue, mais ce qui est important, c'est que, et notamment en région, c'est qu'on arrive à relouer beaucoup mieux les immeubles qui avaient une vacance structurelle. On n'est pas, encore une fois, dans une augmentation importante des loyers, mais en tout cas, le remplissage se fait mieux. Quid du phénomène de la métropolisation? Parce que j'entends votre discours sur la région. Moi, j'entends quand même beaucoup de gens qui me disent, mais finalement, il y a quelques marchés où il y a vraiment de la demande, mais il y a plein de zones aujourd'hui où il n'y a plus des entreprises qui ont envie de s'implanter. Votre sentiment là-dessus, Grégory Frappé?
Alors déjà, pour réagir, moi je pense que notre métier n'est pas d'attendre la compression des taux pour créer de la valeur ou d'attendre l'indexation des loyers pour voir se réaliser des progressions de nos distributions. Pour moi, indépendant de la métropolisation, quand on investit, il faut identifier une zone tertiaire établie ou en devenir. Il faut trouver un immeuble efficient dans son utilisation. Et aujourd'hui, le marché locatif sanctionne durement les immeubles qui ne remplissent pas ces deux premières conditions. Et c'est la fin un peu des deals cash flow où on allait simplement acheter une durée résiduelle ferme de bail. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que les plus grandes opportunités d'investissement ou le marché le plus profond, il se situe quand même en première, deuxième couronne parisienne. Mais pour autant, le marché de la métropole est un marché qui est dynamique. On peut voir quand même le marché de Lyon, quand même un marché avec des taux à l'acquisition qui est identique à ceux des bons actifs d'immobilier d'Île-de-France. On peut voir également le marché marseillais, même si c'est plus une demande locative qui est portée par de la demande publique et parapublique. Mais on peut penser à Bordeaux, on peut penser à Lille. Et pour répondre clairement à votre question, oui, je pense que la logique de métropolisation est une logique forte et qu'en revanche, en dehors de ces métropoles, pas de salut pour l'investissement. Ok. Est-ce que justement les startups, on pourrait se dire les jeunes boîtes, les jeunes pousses, Internet, etc., on a des tuyaux, on n'est pas obligé d'aller en centre-ville. En termes de demande locative, ces boîtes-là, Marc Bertrand, vous constatez qu'elles vont où? Elles recherchent le centre ou elles ne recherchent pas le centre? Il y a une espèce de corrélation entre plus d'entreprises ont des métiers à forte valeur ajoutée, essayent d'embaucher des jeunes, plus elles sont consommatrices de locaux de centre-ville. Voilà. Donc on a beaucoup plus de start-up et d'entreprises de haute technologie recherchent du centre-ville. Regardez par exemple, je sais pas, quelques exemples. Je crois que un des plus emblématiques, c'était Microsoft qui était aux Ulysses pendant pas mal de décennies et est revenu aux portes de Paris parce qu'ils n'arrivaient juste pas à embaucher. Et on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Voilà. Alors après, est-ce que ce sont les startups qui poussent la demande locative en centre-ville? Je crois que c'est un raccourci très rapide. On s'aperçoit que chez les coworkers, la très grosse base de la demande, c'est le besoin de flexibilité des entreprises et des grosses entreprises, beaucoup plus que un café Internet modernisé. Donc il faut avoir beaucoup de mesures là-dessus. Ce n'est pas juste les startups qui tractent la demande locative. C'est un raccourci beaucoup trop rapide. Jean-Marc Colli, est-ce que finalement, donc, on était parti dans un environnement où on disait, bon, ça va aller mieux, croissance, plus de croissance, etc. On revient sur ce qu'on connaissait auparavant, croissance molle, pas beaucoup d'inflation, des taux bas. Est-ce finalement si pénalisant que ça? Pour notre marché immobilier et pour le maintien de nos performances, non. Clairement, aujourd'hui, la politique de taux bas nous permet d'investir avec un effet de levier. Donc, alors, est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce que vous allez tous évoluer sur le sujet de l'effet de levier? Parce qu'à la rigueur, on peut se dire la chose suivante, mais on dépeint un paysage où on se dit, il y a finalement des entreprises qui louent, il y a des gens qui paient leur loyer, on les augmente un peu moins que prévu, mais ils paient leur loyer, donc on arrive à avoir de bons rendements. Si les taux restent bas, pourquoi on n'augmente pas l'effet du levier dans les SCPI, notamment? Vous faites quoi, vous, chez Amundi? Nous, on a un principe, c'est entre 30 et 40% d'effet de levier. Donc, c'est ça la philosophie globale. Et on ne veut pas la dépasser parce qu'après, oui, on estime qu'on rentre dans une zone de risque si par hasard les taux venaient à remonter qui serait un peu trop important. Éric Cossera, l'effet de levier. Je pense que c'est une option. Nous sommes à 20%. Et selon la création de valeur, on pourrait monter à 30%. C'est-à-dire que on crée de la valeur depuis quelque temps, justement, avec l'effet de levier, avec des taux qui sont assez uniformes en Europe et en France. Marc Bertrand, l'effet de levier. On va passer à 25 quasiment sur tous nos véhicules et sur les nouveaux, on est plus entre 30 et 40 heures. On reste à 25 sur les anciens véhicules parce qu'un certain nombre de porteurs et une proportion pas du tout négligeable ont acheté leur part à crédit. Donc il faut respecter un peu le contrat initial et ne pas rajouter de la dette à la dette. Grégory Frappé, chez Primonial. Comme mes confrères, avec un taux cible autour de 30%, avec peut-être la précision supplémentaire, c'est que nous, pour nous prémunir d'une remontée des taux, bien évidemment, les crédits hypothécaires que l'on met en place sont soit à taux fixe, soit à taux variable, capé ou swappé. Pas de risque de taux, nos clients cherchent une exposition à un risque immobilier, pas à un risque de taux. Oui, une question d'internautes qui sont quand même très inquiets sur les taux et sur la dette, disant est-ce que c'est pas quand même un bon moyen pour vous de vous exposer fortement à un retournement de marché? Je crois que je viens de vous répondre. On pourrait partir. Sentiment partagé, il ne faut pas aller trop loin? Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin.
Moi, ce que j'aime dans le contexte actuel du marché, où c'est pas tout à fait, c'est que tout le monde va redevenir raisonnable. C'est-à-dire que cette petite alerte fait que c'est plus l'euphorie. Hein, on est content de notre marché, rassuré sur ce qu'il va donner, mais c'est pas l'euphorie qui va nous conduire à faire la plus grosse béquille, c'est trop produire. Parce que le plus gros risque du marché, c'est ça. C'est la surproduction, pas d'utilisateurs en face, et là, une pression à la baisse sur les valeurs. Et on était un peu trop euphorique, et ça, je trouve que c'est très bien. Ok, on parlait de la demande. Question toute simple. Est-ce que le Brexit nous a amené du monde, notamment en Île-de-France? Vous avez vu des boîtes Moi, je veux Oui. bien essayer de me lancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Brexit, c'est une grande inconnue pour tout le monde. Mais ce qui me semble sûr, c'est que Bruxelles ne voudra pas que les services financiers soient remis dans l'accord de libre-échange. Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie remise en question de l'industrie financière à Londres. C'est plus de mémoire de 6 500 milliards d'euros qui sont sous gestion. Et dans ma compréhension, 80% des OPCVM bénéficient du passeport et 40% des fonds d'investissement alternatifs. Donc ils vont de toute façon devoir trouver une zone de repli. et il vaudra mieux leur trouver des immeubles où? À mais Paris, c'est- à Francfort ou à Amsterdam? C'est dans cet ordre, c'est Dublin, Luxembourg, Paris, Francfort et Amsterdam. Voilà, Ok. a priori avec 20 à 30%, mais on ne les voit pas arriver. On parle d'HSBC, on parle de Bank of America, on parle de plein de choses. Ce n'est pas encore une réalité, mais il n'y a pas assez de place pour les accueillir à part la Défense. C'est extrêmement bénéfique pour le Grand Paris. Ça crée une dynamique, ça crée un attrait supplémentaire pour le Grand Paris parce qu'il y a effectivement l'inconnu du Brexit. Mais c'est comme les taux, c'est-à-dire que Ah, l'inconnu, on ne sait pas, on verra Voilà. ce soir. Theresa May est actuellement à l'Elysée, pendant que nous parlons avec le président Macron pour tenter de l'amadouer. Éric Cosra, est-ce que si pour l'instant on ne sait pas encore si les boîtes vont venir s'installer en Ile-de-France, est-ce qu'on voit des flux d'investisseurs étrangers qui délaissent le marché britannique pour venir s'intéresser au marché français? Oui, clairement. Il y a un attrait du Grand Paris avec des investisseurs étrangers qui sont revenus, qui sont de retour, qui ne sont pas forcément dans les mêmes cibles que ce que nous achetons nous pour le compte de nos SCPI. Mais en tout cas, il y a effectivement un attrait du Grand Paris qui est lié à la fois à la dynamique immobilière du Grand Paris, à la situation économique et à l'image de la France qui s'est quand même nettement améliorée. Donc ça, il faut quand même le souligner. Et que les investisseurs détestant l'inconnu viennent plutôt à Paris ou à Amsterdam plutôt qu'à Londres. Ok, question d'auditeur justement. Je peux en faire une. Il y a beaucoup de gilets jaunes. Les Coréens sont... Les Coréens sont... Les Coréens sont les investisseurs aujourd'hui majeurs à cause de la dépréciation de leur monnaie par rapport à l'euro qui leur donne des rendements hallucinants et ils sont aujourd'hui les seuls capables d'acheter en masse des actifs. Donc il y a une vraie conséquence des gilets jaunes. Ok, Georges. Les internautes ont encore des questions sur le Brexit et demandent est-ce que vous avez encore des investissements en Angleterre? Et si oui, comment est-ce que vous anticipez le Brexit? Qui est encore de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne? On en est sorti complètement. On avait 800 millions d'euros. On a dit 2018, on sort, volontairement. Hein. Première partie de l'année, tout le monde nous prend un peu pour des fous en disant vous vendez. Deuxième partie de l'année, c'était plus compliqué. Et là, on a vu les prix qui commençaient à s'ajuster. Ok, Mais par contre, on y reviendra dès que les conséquences immobilières du Brexit seront à peu près... plus personne n'en a donc autour de la table, si je comprends bien. Nous n'investissons qu'en zone euro. Ok. Autre question, si on regarde un peu les flux qui arrivent, donc vous nous dites que les Coréens sont de gros acheteurs. Sur l'immobilier, notamment sur les SCPI, est-ce que les assureurs sont encore de gros acheteurs? Ou est-ce que finalement, les assureurs considèrent que leur risque immobilier commence à devenir important? Là, moi, ce qui me paraît relativement évident, c'est que la phase d'accroissement de l'allocation des assureurs à l'immobilier, elle est en phase aujourd'hui d'atterrissage. C'est-à-dire qu'il y a eu... les assureurs sont placés de mémoire de l'ordre de 2-3% à 5-6% en quelques années d'exposition à l'immobilier, ce qui est déjà le déplacement de cette allocation, étant donné les masses dont on parlait, ça a beaucoup alimenté le marché. Aujourd'hui, on arrive plutôt à un palier d'allocation. Donc aujourd'hui, c'est plus l'allocation du flux que le déplacement du stock, ce qui fait que leur part de marché dans les investissements est moins importante. Elle reste significative, mais pas déterminante. Ce que dit Marc, avec peut-être un glissement de la SCPI vers l'OPPCI grand public pour la gestion du flux, parce que la liquidité... D'accord, avec le souci de gérer effectivement la liquidité, puisque l'assureur porte ce risque-là. Alors nous, en 2018, on a constaté une certaine réserve des assureurs et on les voit revenir depuis le début de l'année. Ok, alors si on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, on a passé le mois de la fin mars, donc on a les chiffres du premier trimestre.
Comment s'est comportée la collecte au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2018, qui avait été, Jean-Marc Collier, un environnement un peu compliqué le premier trimestre 2018. On sortait de 2017 exceptionnel, 2018 un peu plus compliqué. Nous, en résumé, très bon sur les SCPI, le produit pur immobilier, plus compliqué sur l'OPCI. Est-ce qu'on paie les performances de l'an dernier? Grosso modo, c'était une déception, les performances des OPCI l'an dernier. C'est-à-dire que la poche valeur mobilière a pesé lourdement sur la performance en fin d'année. Mais l'immobilier a joué son rôle d'amortisseur et parmi tous les produits qui ont des valeurs mobilières, les OPCI sont les seuls encore à avoir une performance positive. Ceci étant, un bonheur n'allant pas seul, le début de l'année en fanfare des marchés entraîne au contraire la perf des OPCI aujourd'hui extrêmement bien plus haute que ce que l'on avait prévu. Donc il y a un effet, voilà, ceux qui étaient présents l'année dernière ont souffert un peu et profité cette année. Mais le problème, c'est moins la performance des produits que la volonté des gens sur les contrats d'assurance de venir sur les unités de compte. Aujourd'hui, justement, la chute des marchés de fin d'année a coupé l'élan chez les assureurs et ils ont énormément de mal à vendre des UC et ils recommencent à avoir beaucoup de souscriptions sur les fonds euros et peu sur les fonds UC. Donc c'est pas l'immobilier en soi qui est touché, c'est la souscription en UC. Donc, mais l'immobilier devrait pouvoir être une réponse, puisque entre le risque de l'action et le peu de rendement de l'obligataire ou des fonds euros, si nous sommes capables d'assurer durablement la performance, c'est là-dessus que devraient venir les investisseurs. Donc, bon début d'année en collecte pour les SCPI. Plus difficile pour les difficile OPCI. pour les OPCI. Marc Bertrand, la française. Le printemps était en avance, oui. Donc on a bien collecté plutôt. D'habitude, C'est la comme collecte. pour la végétation, quoi. Voilà, très exactement, c'est mon côté naturaliste. Donc les premiers mois de collecte nous ont un peu surpris par leur vigueur. Donc on a relancé les investissements, on a resynchronisé, on est plutôt sur des bons rythmes de collecte. Eric Kostra chez Périal, début d'année. Début d'année excellent. On avait eu un premier trimestre 2018 qui était pas bon suite aux conséquences de l'IFI quand même. Et là, on sent que c'est digéré et que la baisse des marchés en fin d'année a donné la vigueur. Grégory Frappé chez Primonial. Une très bonne année sur les SCPI, finalement à l'identique de ce qu'a été l'année 2018. Et en revanche, une année qui s'annonce record sur nos unités de compte immobilières. C'est effectivement beaucoup de clients qui se reportent sur le fonds en euros, mais souvent, un client ne peut pas souscrire 100% du fonds en euros et doit compléter par des UC immobilières. Et dans ce contexte-là, il me semble que les unités de compte immobilières sont assez plébiscitées en ce début d'année. Allez, je vais parler des sujets qui fâchent. Le grand débat, la grande restitution et la proposition qui a été faite par La République En Marche de supprimer la taxe d'habitation. Alors, Georges nous l'a dit tout à l'heure dans la revue de presse, suppression de la taxe d'habitation pour tous prochainement. Et puis, on évoque l'idée de dire, on va financer ça comment? On va financer ça par une augmentation de l'IFI. Ça va recasser le marché? Alors, deux questions, tiens. Est-ce que ça va recasser le marché? Et est-ce que vous avez un peu organisé votre lobbying pour essayer d'obtenir gain de cause? Qui a envie d'y aller? On n'en peut plus d'entendre dire que l'immobilier, c'est le truc des rentiers et que c'est pour ça qu'on doit payer l'impôt. Et si les gens veulent se loger, et Dieu sait si c'est une préoccupation, et donc trouver des investisseurs pour les loger, s'ils veulent travailler dans des bureaux, trouver et acheter dans les commerces, commander sur Internet et avoir des entrepôts, il faut juste qu'il y ait quelques idiots qui ne sont pas que des rentiers, qui participent à l'activité économique et qui les logent. Donc si on arrêtait de culpabiliser les gens qui font ce métier de l'immobilier ou qui l'achètent, ce serait une bonne chose. Après, moi je ne me prononce pas IFI, pas IFI, on a compris qu'on y était, donc c'est pas... Ce que je trouve aujourd'hui hallucinant, par contre, c'est que les taux de l'IFI qui ont été fixés, même que l'ISF, dans les années 80, quand on avait une inflation à 2 chiffres et des taux de rendement sur l'immobilier qui étaient à 7 ou 8, ils étaient élevés, mais pas confiscatoires. Aujourd'hui, quand on achète des immeubles à 3%, ou 3,20 ou 3,50 dans Paris, et qu'on vous prend 0,50, 1% ou 1,5% de rendement avec l'IFI, c'est juste déraisonnable. Alors, soit on veut qu'il y ait des acteurs économiques qui participent à l'économie, qui investissent, et il va falloir leur trouver quand même un petit peu de rendement, et non pas leur asséner des impôts qui les privent d'une partie. Donc, c'est pas l'IFI en tant que tel, encore une fois, m'a payé l'impôt sur la fortune immobilière. C'est le taux. Voilà. Un avis partagé? Moi, je trouve ça une aberration de considérer l'immobilier collectif non coté comme un produit de rente et donc l'assujettir à l'IFI. Il me semble qu'un traitement différencié avec l'immobilier collectif coté, d'une part. Et puis pareil, pour autant, je pense que les impacts qui ont dû avoir lieu sur notre industrie sont peut-être derrière nous. La SCPI, c'est quand même un produit mass market, avec des souscriptions qui restent sur des tickets autour de 100 000 euros, qui ne sont pas forcément des personnes assujetties à l'ISF.
il me semble que ça portait plus sur les unités de compte immobilières dans le cadre de gros contrats au-delà du 1,3 million et que les arbitrages qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Georges, une question? Oui, les internautes, comme d'habitude, veulent du concret. Ils nous demandent quel serait votre grand pari ou de grande conviction immobilière en 2019. Jean-Marc Colli. La logistique. Au final, la logistique de proximité, on voit bien l'augmentation de plus en plus forte de la vente par Internet. Qu'à défaut d'aller dans des commerces, il va bien falloir trouver les entrepôts et puis assumer la livraison de ces éléments-là. Donc, si j'avais à remplacer le commerce, ce serait par la logistique. Marc Bertrand. Moi, je restais fidèle en parisien. Je crois toujours à la thématique du Grand Paris, oui, pour les années futures. Je pense que je vais plutôt faire Grégory Frappé parce que sinon, il y a Eric Cosra qui va nous dire pareil. Grégory Frappé. Non, moi, je vais dire l'immobilier du quotidien, c'est-à-dire l'immobilier résidentiel. Si on sait identifier les zones tendues, si on sait trouver les incroyables opportunités qu'offre le Grand Paris, je pense que si les taux de rendement à l'acquisition en bureau sont bas, même s'il est possible d'investir toujours, il y a des taux de rendement sur le résidentiel qui sont assez proches, même si ça coûte plus cher de le gérer, que ceux du bureau prime, plus de liquidité et à mon avis, des évolutions de valeur métrique à venir si on sait trouver les zones tendues de demain. Eric Cosra. Je ne vais pas redire le Grand Paris. Je pense Vous le pensez très fort. Je le pense très fort, exactement. Je pense qu'il y a aussi une autre tendance qui est marquante, c'est qu'on est dans un univers immobilier qui est en train de beaucoup changer, que ce soit en termes d'usage ou d'utilisation des bureaux, et qu'on a ces engagements environnementaux et sociétaux qui sont d'autant plus d'actualité et qui vont continuer à avoir un impact important en 2019, avec ce qu'on espère tous, la création d'un label ISR immobilier. Ok, on va regarder maintenant pour conclure l'évolution des taux de rendement, le fameux indicateur, le DVM des SCPI. On voit qu'il a légèrement baissé l'an dernier. La question, qu'est-ce qui va se passer sur les distributions cette année 2019 ? On ne va pas parler du taux de rendement parce que c'est un ratio entre ce qui est distribué et la valeur de part. Parlons simplement des distributions. Chez Periel, vous aviez augmenté les distributions cette année. Oui. Vous avez prévu de continuer encore en Oui. 2019 ? Sur nos 3 SCPI, la conséquence à la fois d'une gestion active du patrimoine et d'une amélioration de nos recettes locatives. Ok, Marc Bertrand, la logique sur la distribution chez vous à la française ? Stabilisation générale avec certaines SCPI qui commencent à repartir à la hausse. Oui. Grégory Frappé ? Maintien des distributions en euros par rapport à 2018 et dans le cadre de notre gestion active, réalisation de plus-value. Si c'est le cas, on les rendra aux clients. Ok, Jean-Marc Colli ? Maintien des distributions. Si on peut réaliser des plus-values, on distribue aussi. Autrement dit, ça veut dire que on arrive à sortir aujourd'hui et on est confortable en sortant entre 4 et 4,5. Pour le marché, c'est la bonne solution ? C'est un rendement tenable et soutenable dans la durée. Moi, je pense qu'il va falloir se poser la question des taux. Si on est dans des taux bas durablement, il va falloir se poser la question des taux d'immobilier, savoir est-ce qu'on continue à... Tu veux les baisser ? à offrir des taux bas, oui, bien sûr. Et tout dépendra des valeurs d'expertise, mais elles devront mécaniquement augmenter. Grégory Frappé ? Mais moi, je trouve que finalement, les épargnants, parce que c'est eux dont on a l'obsession, c'est le client particulier. Finalement, quand il fait de la SCPI, il le compare, même si ce n'est pas le bon raisonnement, à des produits de taux qui ne rapportent rien aujourd'hui. Il ne challenge pas ça avec du private equity, il ne challenge pas ça avec des actions, il ne challenge pas ça avec des obligations. Il peut les acheter par emprunt ou les mettre en unité de compte. Et je trouve qu'autour de 4%, ça reste un très bon placement pour les particuliers. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous dans ce grand débat donc, sur l'immobilier, sur la pierre papier. Naturellement, vous pouvez retrouver l'émission sur H24 Finance. Vous pouvez également la retrouver sur la page LinkedIn de l'émission et plus encore. Vous pouvez même la liker pour pouvoir suivre nos informations. Merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain. On se retrouve, oui, le mardi 14 mai à 18h, même lieu, même heure. Merci à tous. À bientôt. Ciao.